Bienvenue au F5 Podcast, résumé de la semaine, Training the Dark Side de Richard Diaz. Richard Diaz, c'est un coach dans le OCR, Obstacle Course Racing. C'est peut-être quelqu'un dont vous n'avez pas nécessairement entendu parler si vous êtes plus dans le monde du CrossFit ou Functional Fitness. C'est un bonhomme de 68 ans qui entraîne des gens depuis très longtemps, qui est scientifique. Ce que j'aime bien de lui, c'est que de un, il n'a pas peur de remettre en question les méthodes d'entraînement. Ça, c'est son, je ne me rappelle plus, peut-être troisième ou quatrième livre. Puis dans le fond, il explique là-dedans qu'est-ce qui ne fonctionnait pas vraiment avec ses autres méthodes d'entraînement. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se renouveler, même maintenant s'il est plus âgé. Et ça, j'ai un grand respect pour ces gens-là. C'est quelqu'un aussi qui est assez similaire à Coach Glassman ou Stuart McGill ou Louis Simmons. C'est quelqu'un qui utilise dans le fond des données empiriques. Donc, il ne va pas juste y aller avec ce qu'il feel, il va vraiment y aller par des observations qui sont mesurées. Et donc, il est beaucoup du côté scientifique. Donc, c'est très intéressant si vous voulez lire le livre parce que dans le fond, c'est pas juste son opinion, c'est pas juste dans le fond, j'ai essayé ça, ça a fonctionné. Il va parler de toutes les données qu'il y a eues et donc des conclusions qu'il est capable de faire. C'est sur quoi ce livre-là, dans le fond? Bien, vous allez me dire, c'est peut-être quelque chose de déjà vu au niveau que il amène le concept que c'est pas une bonne idée de travailler en bloc de périodisation classique, en bloc de là en ce moment je travaille l'aérobie, là en ce moment je travaille l'anaérobie ou je travaille la force maximale. Donc c'est quelque chose que dans le CrossFit on connaît déjà pas mal, mais c'est quelque chose qui dans le monde de l'endurance est moins connu. Et donc c'est un des premiers, si ce n'est pas le premier, qui a une façon élégante d'amener ce concept de toujours être prêt dans le fond, de préparation optimale versus maximale ou versus en compartiment. Donc, dans le fond, un peu de l'évolution de la périodisation classique qu'on connaît. Et il utilise ce qu'il appelle le flow training. Et je trouvais son concept très intéressant. Donc, si on commence en premier, au début, on parle de c'est quoi la virtuosité dans la course. Parce que le livre est beaucoup sur comment mieux courir. Bien que tout ce dont il parle, on peut l'appliquer à d'autres sports. Comment bien courir. Donc, au début, il parle de son concept de virtuosité de la course, ce qui est pour lui une question de c'est quoi le coût. Donc, combien est-ce qu'on est capable de dépenser d'énergie? Donc, c'est un peu comme exemple notre VO2 max ou notre production d'énergie maximale. Donc, c'est quoi le coût qu'on est capable de soutenir? Puis, c'est quoi notre efficience en course. Donc, c'est quoi notre qualité de mouvement qui va faire que ça nous coûte moins cher de faire quelque chose et donc, on est capable de maximiser l'énergie qu'on est capable de créer. Donc, c'est pas juste d'avoir plus, exemple, d'endurance anaérobique ou juste d'avoir de la technique. C'est un mix des deux et il dit c'est souvent là qu'il y a des gains à faire. Puis pour lui, c'est ça. Il parle aussi beaucoup du concept de s'entraîner de façon optimale versus maximale, un peu à la Louis Simmons ou Stuart McGill en parle beaucoup aussi dans son livre. C'est pas nécessairement celui qui travaille tout le temps jusqu'à se taper la tête contre le mur. C'est des fois celui qui le fait de façon plus optimale et plus intelligente. Il utilise la citation de Albert Einstein qui dit que la folie, dans le fond, c'est de refaire la même chose tous les jours et de s'attendre à un résultat différent. Donc, je sais bien qu'on a tendance à dire no pain, no gains ou hard work pays off, ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire, dans le fond, qu'il faut enlever le côté neurologique de bien bouger et juste travailler fort. Exactement, ça regroupe exactement notre définition aussi de la technique en CrossFit, où est-ce qu'on travaille au niveau organique et neurologique. C'est pas juste un des deux qui est plus important que l'autre. Fait que là, de ce côté-là, il est on board, dans le fond, avec la méthodologie CrossFit. Après ça, si on veut, il y a une grosse partie du livre qui est dédiée à comment bien courir. Ça se rapproche beaucoup de Born to Run, où est-ce qu'on va dire que dans le fond, les souliers, c'est pas nécessairement une bonne évolution. Ça nous permet d'être capable de frapper notre talon au sol, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut plus attaquer avec la plante du pied.
Il a un bon concept de stabilité et mobilité qui sont nécessaires au niveau du pied. Ça, je vous laisse lire ça. Il y a des très bons exercices de renforcement justement ou de mobilité de la cheville ou même des orteils qui vont être nécessaires pour être capable d'utiliser après justement la rigidité qu'on peut créer avec nos tendons et ligaments pour pouvoir recycler l'énergie qu'on utilise, le rebond qu'on peut avoir sur le sol. Donc, pour lui, apprendre à faire le barefoot running au niveau technique, c'est sûr qu'en course, on va avoir des souliers, surtout en course à obstacles, mais d'apprendre le barefoot running, de comprendre la biomécanique, dans le fond, de la course, c'est un élément clé pour lui, parce que comme il dit, ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus vite si on court mal. C'est une bonne recette pour se blesser, en fait. Et lui-même, il se call out, puis il dit « J'ai appris à bien courir autour de 50 ans quand j'ai compris justement que l'industrie des souliers avec des paddings très mous et des angles d'attaque qui sont différents que l'angle de notre pied, donc l'angle naturel. » Il dit il a découvert que peut-être que ça peut être un quick fix à un moment, sauf qu'à long terme, ça crée des blessures et ça n'aide pas à avoir une technique optimale de course. Donc, exactement pareil que Caballo Blanco dit dans Born to Run, genre l'idée c'est de commencer par courir de façon easy, donc facile. Après ça, ça va être light, donc d'être le plus léger sur ses pieds. Après, ça va nous permettre d'être smooth, donc d'avoir une bonne fluidité. Et après seulement, c'est là qu'on va rajouter de la vitesse. Comme il dit, c'est très dur d'apprendre à courir avec un livre, mais comme je dis, il a quand même des éléments clés qui sont relativement intéressants dans le livre. Comme exemple, il parle beaucoup de la cadence. Si vous avez déjà été coaché par moi, vous savez que je pousse toujours qu'on soit à 180 pas minutes. Lui, dans le fond, il essaye de prouver aussi que même si tout le monde est différent, à 180 pas minutes, il y a quand même quelque chose de magique qui arrive et qui fait qu'on devient plus efficace et on a moins de chances de mal courir. Donc ça, il pousse là-dessus. Il y a aussi il y a une bonne prise sur les foulées. Il explique comment allonger sa foulée sans y aller au détriment de la technique, en gardant toujours, dans le fond, le contact en arrière de son genou ou directement au-dessus. Puis ça, il parle au niveau biomécanique, comment est-ce que ça se passe. C'est assez intéressant, mais ce n'est pas le point majeur du livre, donc on ne va pas s'arrêter nécessairement là. C'est quoi qui nous arrête? Puis Training the Dark Side, dans le fond, ça repose un peu sur quoi? Ça repose sur le fait que il faut qu'on devienne un expert de la fatigue. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on devient fatigué, puis comment tolérer ou repousser cette fatigue pour être capable de plus performer si on est des athlètes. Donc, il parle un petit peu du fait qu'on a tendance à penser que c'est quand on n'a plus de capacité à créer de l'énergie qu'on est fatigué. Et ça, il dit, il y a Tim Noakes, d'ailleurs, qui a écrit le livre Waterlog, que j'ai résumé aussi. Tim Noakes ne travaille pas juste sur l'hydratation et la déshydratation ou l'hyponatrémie, il travaille aussi sur le processus de fatigue et se rendre compte que c'est dans la tête. C'est beaucoup plus neurologique qu'on pense, le processus de fatigue, et non juste physiologique au niveau, il n'y a plus de fuel, on n'a plus d'énergie parce qu'on n'est plus capable de brûler des calories. Alors que ce n'est pas vrai. Il donne l'exemple d'un athlète d'endurance qui va terminer un Ironman, qui va être quasiment au bord de la fatigue complète pendant le dernier marathon, quand il est neck and neck avec un de ses athlètes, avec un autre compétiteur. Puis pour finir, celui qui gagne, ben, il est content, il prend des interviews, il ne s'assoit pas pour dormir tout de suite. Il lui reste quand même encore de l'énergie. Donc, on ne devient pas fatigué juste parce qu'on n'est plus capable de créer d'énergie. Il y a quelque chose de neurologique aussi. Après, il parle aussi, bien sûr, que quand, ça rejoint aussi Waterlog, quand on fait de l'exercice physique, plus on est bâti et on a une grosse masse, plus il fait chaud, plus on génère de la chaleur, et plus donc il y a le risque d'avoir un coup de chaleur. C'est sûr que ça va nous ralentir. Par contre, comme on a vu dans Waterlog, c'est l'intensité qui va créer le coup de chaleur. Donc, ce n'est pas nécessairement la durée ou la chaleur extérieure.
Donc ça, par contre, ça peut influencer, pas nécessairement la fatigue, mais le fait que notre système nerveux va nous dire, ben, dû aux facteurs extérieurs et aux facteurs qu'en ce moment on surchauffe, il va falloir ralentir. Puis ça, c'est la même chose avec le froid, c'est la même chose avec l'altitude, c'est la même chose avec la pluie, avec l'humidité. Notre système nerveux va s'auto-réguler, va auto-réguler notre effort pour ralentir notre effort, pour se préserver. Donc, ce n'est pas nécessairement, encore une fois, une question juste de plus être capable de créer d'énergie. Il y a aussi qu'il faut voir que notre état de fatigue va beaucoup avoir rapport avec notre recrutement musculaire et le côté donc neurologique. Si on recrute mal ou dans le mauvais ordre, dans la mauvaise séquence nos muscles, donc la qualité de notre mouvement est mauvaise, bien, on va être fatigué plus tôt. Exemple en course, quelqu'un qui casse au niveau du tronc et qui se met genre à frapper fort par terre avec ses pieds, c'est sûr que ça lui coûte plus cher par pas et donc il va devenir fatigué plus vite qu'un athlète d'élite qui est capable de bien rester droit, utiliser la gravité en se laissant tomber vers l'avant et utiliser le moins de mouvements parasites possible. Donc, comment est-ce que les gens sont capables, ils se posent la question, comment est-ce que les gens sont capables d'aller au-dessus de leur niveau aérobique pur, donc juste brûler des gras. Comment est-ce qu'ils font pour aller au-dessus de ça? Donc, être un petit peu en anaérobique et de quand même faire des efforts de 5 heures, de 6 heures, de 9 heures. Bien, il se dit, c'est peut-être parce qu'avant, il appelle ça le paradoxe de l'acide lactique. Et puis, il se dit, peut-être qu'on a mal compris qu'est-ce que l'acide lactique, ça faisait. C'est sûr que ça crée un environnement toxique dans nos muscles, l'acide lactique, sauf que c'est aussi, on peut réutiliser le lactate pour être capable de recréer donc du glycogène et du glucose et donc avoir de l'énergie dans nos muscles. Donc, ce n'est pas nécessairement l'ennemi, le lactate. Ça dépend un petit peu, est-ce qu'on en produit plus qu'on est capable de le réutiliser? Et il y a bien sûr aussi, donc on peut devenir plus efficace pour le réutiliser, on peut devenir plus efficace aussi à le tolérer dans notre environnement toxique. Donc, c'est là que ça va un petit peu dans le dark side. Là, maintenant, on parle des compétitions. Donc, une des grosses choses que M. Diaz, Richard Diaz, se rend compte, il dit, c'est bien beau de s'entraîner de façon classique, façon périodisée, parce qu'on a notre période aérobique, notre période force, notre période affûtage en intensité. Sauf que là, on commence à être capable de bien fonctionner dans des compartiments. Là, je suis en anaérobique, je suis capable de durer vraiment longtemps. Là, je suis anaérobique, je ne pourrais pas durer longtemps, j'ai besoin de mon repos. Puis après, on décide d'aller faire une course, on décide d'aller faire une compétition. Puis on se met à douter d'ailleurs. Si on parle aux compétiteurs, assez souvent, ils se disent « J'espère que je vais être capable de suivre telle personne ou me positionner de telle façon. » Puis ils espèrent parce que dans le fond, ils savent qu'ils vont compétitionner de façon différente de comment ils se sont entraînés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On commence à tout de suite compétitionner contre la personne qui est à côté de nous. Donc, on va sortir de notre rythme. On va sortir du rythme où est-ce que d'habitude, on est habitué à rester, exemple, à 150 battements minutes. Bien là, on va partir, puis là, tout le monde part un peu plus vite qu'on aurait voulu. Fait que là, on tombe tout de suite en anaérobique, puis après, on ne récupère pas. Notre plan s'en va par la fenêtre, puis on ne suit pas du tout le plan. Et donc, notre entraînement est sous-optimal par rapport au fait qu'on ne peut pas l'utiliser dans la compétition. Et c'est de là qu'il commence à dire qu'il va falloir s'entraîner en mélangeant beaucoup plus les filières énergétiques et les modalités d'entraînement. Il dit, si on continue à s'entraîner de la façon qu'on s'entraîne traditionnellement, bien, c'est un peu le même principe que de dire à quelqu'un, on va juste manger des protéines aujourd'hui, demain, on va juste manger des gras, puis la journée d'après, on va juste manger des glucides. C'est sous-optimal. Le corps humain va être capable de fonctionner avec ça. Puis il dit, la périodisation, ça a gagné des médailles, puis ça fonctionne, c'est clair, mais c'est sous-optimal. Donc, après ça, on parle du data, des données. Comme c'est un scientifique, il aime beaucoup les données. Il dit, les données, ça ne ment pas. Et ça permet aussi, à travers le temps, de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins. Donc, lui, il aime beaucoup savoir c'est quoi le VO2 max des athlètes. Donc, c'est quoi, dans le fond, le coût maximal qu'ils peuvent avoir pour une activité.
Puis ça lui permet après de voir s'ils peuvent améliorer leur efficacité pour pouvoir utiliser le même coût maximal et être meilleur, ou s'il faudrait être capable d'augmenter la capacité maximale à créer de l'énergie. Mais ce qu'il dit, c'est que si on utilise juste le data, c'est un petit peu comme dans Good to Go quand on parle de récupération. Si on utilise juste le data en entraînement ou en récupération, on a tendance à oublier de s'écouter. Puis pour finir, on peut partir avec des dérives et être moins efficace, encore une fois, sous-optimal parce qu'on a besoin de notre montre, on a besoin de notre app, on a besoin de notre machine, notre bébelle pour nous dire si on s'est amélioré ou s'il faut qu'on se repose. Il dit de l'autre côté, il y a des gens qui font juste y aller au feel. Puis ça, c'est potentiellement problématique parce qu'ils pensent qu'ils s'entraînent en aérobic parce que leur sentiment en ce moment est que c'est facile de faire tel exercice, sauf qu'ils ne savent pas qu'ils sont déjà un petit peu en anaérobique. Donc, ils pourraient justement gagner à le savoir et savoir que, pour finir, ils n'ont pas tant de tolérance en aérobie, ils ont plus une grande tolérance en anaérobie et puis ils pourraient travailler leur faiblesse. Donc, il dit qu'il faut un hybride des deux. Utiliser un peu de data, utiliser un petit peu de feel, puis de mixer les deux pour être capable après en compétition d'y aller avec le flow. Puis s'il y a un compétiteur à côté de moi qui part, je suis capable d'analyser est-ce que je suis capable de partir avec ou pas. Et donc, je ne suis pas celui qui fait juste suivre sa montre ou celui qui fait tout le temps, je pars tout le temps avec le compétiteur qui part, puis pour finir après, je ne finis pas la course. Donc, les données, c'est toujours une bonne idée à avoir. Puis ça, en entraînement fonctionnel, on le sait, c'est pour ça qu'on garde tout le temps nos résultats d'entraînement. Donc là, il arrive avec le concept pour lui de flow. C'est quoi le flow? Dans le fond, c'est un état de préparation constante. C'est très similaire, encore une fois, à ce qu'on essaye d'appliquer au CrossFit. Et c'est quelque chose qui n'est pas pour le moment une recette. Donc, si vous pensez lire le livre puis pouvoir suivre, OK, il faut faire ça lundi, ça mardi, ça mercredi, c'est pas du tout ça, c'est plus un concept qui nous permet de découvrir comment lui il l'applique et après nous l'appliquer par rapport à notre sport ou de la façon qu'on veut. C'est quoi le flow? C'est comme un dessin d'infini comme ça, puis ça représente le flow de la session. Donc, en fait, c'est pas on commence par un warm-up, après ça, on fait tel truc, qui est un skill, puis après ça, on fait le workout, puis c'est fini. C'est que dans le fond, tout est blendé ensemble, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment... On utilise les temps de pause pour pouvoir travailler notre aérobie puis notre récupération. Donc, au lieu de s'arrêter, c'est ce qui va être fait. On utilise aussi les journées aérobiques pour potentiellement, dans le milieu, se mettre un time trial pour être capable de voir si on est capable de pousser fort, même en état un petit peu plus fatigué. C'est le principe qu'on fait, exemple, quand on fait de l'haltérophilie mélangée avec du rameur et que les pauses, en fond, sont utilisées pour essayer de récupérer de façon aérobique, que peut-être les charges augmentent ou peut-être qu'on essaye de maintenir une charge qui serait techniquement un pourcentage plus élevé que ce qu'on ferait pour ce nombre de reps-là, mais on essaie d'avoir de la constance. C'est dans le fond de tout mélanger ensemble puis de ne plus avoir juste une session. Aujourd'hui, c'est au track, puis je fais 4 fois 400 mètres, puis c'est tout, il n'y a rien d'autre dans ma session. Ça donne des sessions autour de 1 heure pour lui, puis il y a un pourcentage. Donc, tu sais, il va y avoir si on peut voir ici, il va y avoir un pourcentage, exemple, pourcentage aérobique, pourcentage anaérobique, pour se donner une idée. Puis c'est avec des icônes qui fonctionnent, qui nous disent quand c'est juste en aérobique, quand c'est anaérobique montagne. Ça ici, ça voudrait dire une pause, 120 battements minutes, ce qui voudrait dire qu'on attend jusqu'à ce qu'on redescende à 120. Après ça, il y aurait du cardio, donc aérobique, pendant 10 minutes, puis après ça continue. Et de temps en temps, l'entraînement va être un peu différent parce que on va utiliser, dans le fond, les variables de l'entraînement pour y aller avec, comme il dit, avec le flow. C'est quoi les variables qu'on va avoir? Ben, c'est les icônes que vous voyez, puis ça va dépendre de notre objectif ou de notre sport. Donc, lui, exemple, il utilise des variables comme le terrain. Mais c'est sûr que si on utilise le terrain, puis on voulait aller de façon anaérobique pendant 2 minutes, puis que pour finir, la côte qu'on utilise dans le terrain pour aller au niveau anaérobique, elle dure 3 minutes, il va falloir s'adapter, puis ça va avec 3 minutes. Et ça rejoint le fait qu'en compétition, après, on sera capable de s'adapter. Puis, c'est le même principe. Après, on va avoir donc terrain, la cadence, l'effort aérobique, les time trials, donc les sprints, le développement technique,
l'aérobie, l'anaérobie, le VO2 max en montagne, la récupération, les pauses. On pourrait rajouter weight training, on pourrait rajouter gymnastique, on pourrait rajouter, vous voyez, le ski erg, le bike erg, le vélo. On peut rajouter ce qu'on veut, ça c'est nos variables. Puis on se crée des flows. Puis le but de l'infini, c'est que dans le fond, ça montre que c'est pas une liste précise à l'opposé justement traditionnellement où ce serait une liste avec des temps qui sont obligés d'être maintenus. Là, des fois, on peut y aller avec le flow, ça dure entre 50 minutes, 1 heure, des fois 1 heure et quart, des fois 40 minutes. Et ça nous permet d'apprendre à se connaître. Donc, l'idée, encore une fois, c'est si on teste de cette façon, on peut commencer à trouver des recettes. On donnait l'exemple de si on mange juste des protéines, juste des carbs ou juste des gras. Bien après, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des recettes pour mélanger de façon optimale ces macronutriments-là pour que ce soit optimal notre récupération ou notre préparation, être capable de faire une compétition. Bien là, c'est le même principe. On essaie de trouver les recettes. Quel pourcentage d'anaérobie, d'aérobie, de technique, d'haltérophilie, de gymnastique est-ce que j'ai besoin pour me préparer pour mon objectif. Si je suis quelqu'un d'escalade versus si je suis un athlète en CrossFit versus si je suis un athlète en course en endurance versus en triathlon. Puis là, on commence à se trouver justement des recettes. Lui, il y a plusieurs recettes dans le livre qui sont les techniques de flow justement qu'il nous propose d'essayer. Comme là, c'est des IROX Flow. Ça, c'est une espèce de compétition avec 10 épreuves qui ressemble dans le fond un peu à une compétition à la RX One Nation ou un peu comme un pentathlon moderne. Donc, on connaît déjà les épreuves à l'avance et on peut s'entraîner dans le fond pour ça. Fait que là, il a fait des flows pour s'entraîner avec ça. Il y a des flows qui sont pour exemple, la track. Puis, nous, on pourrait développer des flows pour le CrossFit, pour le triathlon, quoi que ce soit. Puis après, dans le fond, bien sûr, il y a des façons dont le programme fonctionne. Lui, il recommande 4 jours d'entraînement, mais comme il dit, il n'y a aucune raison particulière. Il fait 2 sessions par jour, 4 fois pour pouvoir garder l'intensité. Peut-être que vous pouvez décider de le faire 5 fois, 6 fois. Il faut tester, voir qu'est-ce qui fonctionne. Puis c'est ce que j'aime du livre, dans le fond, c'est que il ne nous dit pas « voici la recette ». Il dit « voici où j'en suis dans mon entraînement, dans ma recherche ». J'en suis à savoir qu'il faut trouver maintenant une façon d'être le meilleur chef cuisinier au niveau de la saveur, oui, parce que l'entraînement, il faut qu'il soit le fun, mais au niveau de, exemple, la récupération, comment est-ce qu'on mélange les macronutriments, bien, c'est la même chose pour l'entraîneur. Il faut être le meilleur chef cuisinier pour être capable de mélanger toutes les variables qu'on a dans la recette qui est la plus optimale, parce que ça revient vraiment à ça. Tout le monde est capable de s'entraîner, puis ça, vous le savez, de façon maximale. C'est vraiment facile de juste s'entraîner 4 heures par jour, tout séparer, puis avoir l'illusion que ça va nous améliorer. Combien de personnes que je connais ont fait ça? Ah, je suis juste pas assez fort, puis ils font de la force, puis pour finir, ça ne se transfère pas nécessairement dans leur fitness parce qu'ils ont perdu et dû sacrifier d'autres modalités. Ou alors, ils sont juste bons dans cette modalité-là quand leur rythme cardiaque est bas parce qu'ils n'ont jamais travaillé de le faire en situation de détresse respiratoire, par exemple. C'est le même principe avec la gymnastique ou le monostructural. Être capable de courir des 400 mètres juste après avoir fait des deadlifts, c'est pas la même chose que de courir des 400 mètres après un bon échauffement. Et donc, je trouvais très intéressant son concept de flow. J'ai jamais essayé de faire ça pour des cours de CrossFit à proprement dit. Honnêtement, c'est quelque chose avec lequel je vais jouer un peu. Je vais expérimenter là-dessus pour voir ce que ça donne. Et je vous conseille de l'essayer aussi, que ce soit pour justement le CrossFit, la course à obstacles, des triathlons ou d'autres sports spécifiques. Si vous voulez, donc Training the Dark Side, un livre qui se trouve sur Amazon, bien intéressant parce que ça fait réfléchir à ce qu'on est en train de faire et ça fait aussi réfléchir que je suis toujours très impressionné ou très en admiration, je devrais dire, par ces gens qui ont déjà un très bon curriculum, exemple en triathlon pour Monsieur Diaz, qui ont déjà un bon track record pour avoir entraîné des athlètes et qui, au lieu de juste rester enfermés dans leurs idées
préconçu de qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui fonctionne encore, on se le dira, parce que la périodisation classique ou l'augmentation de la force de façon linéaire, ça fonctionne. Mais est-ce que c'est optimal? Il se pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut optimiser ça? Puis je pense que ça, c'est un bon livre qui fait réfléchir sur nous, ce qu'on croit qui fonctionne vraiment bien. Est-ce que ça fonctionne bien parce que c'est la meilleure méthode et la méthode la plus optimale, ou est-ce que ça fonctionne bien parce qu'il n'y a personne qui a essayé de trouver une façon qui serait encore plus optimale? Fait que je vous laisse là-dessus. Bonne semaine!